Mansfield Park, partie 5, chapitre 6. Il était au-delà du pouvoir de mademoiselle Crawford de faire oublier à Fanny, par son bavardage, ce qui s'était passé. Lorsque la soirée se fut écoulée, elle alla se coucher encore émotionnée et les nerfs agités par le choc de cette attaque de la part de son cousin Tom. Attaque faite en public et d'une manière si insistante. Son esprit était encore sous le coup des reproches et des réflexions méchantes de sa tante. D'avoir attiré l'attention générale de cette manière, d'apprendre que ce n'était que le prélude à quelque chose d'infiniment pire, d'entendre dire qu'elle devait faire une chose aussi impossible que de jouer, et d'être ensuite accusée d'obstination et d'ingratitude, tout cela l'avait trop désolée pour que le souvenir de cette scène, quand elle fut seule, lui parût moins désespérante que ce qu'elle avait vécu, surtout en y ajoutant la crainte de ce que le lendemain allait apporter comme continuation du même sujet. Mademoiselle Crawford l'avait protégée pour un temps seulement, et si elle devait de nouveau être sollicitée avec toute l'insistance autoritaire dont Tom et Maria étaient capables, et, peut-être, en l'absence d'Edmond, qu'allait-elle faire? Elle s'endormit avant de pouvoir répondre à cette question, et trouva celle-ci tout aussi embarrassante à son réveil, le lendemain matin. La petite mansarde blanche, qui prolongeait sa chambre depuis qu'elle était entrée dans la famille, s'avérant incapable de lui suggérer une réponse, elle eut recours, aussitôt qu'elle se fut habillée, à un autre appartement, plus spacieux et plus propice pour penser tout en marchant, et dont, depuis quelque temps, elle disposait tout aussi librement. C'était leur salle d'études, ainsi appelée jusqu'au moment où les demoiselles Bertram ne permirent plus de l'appeler ainsi, et qui n'était plus employée comme telle depuis quelque temps. C'est là que mademoiselle Lee avait habité, et c'est là qu'elles avaient lu et écrit jusqu'il y a 3 ans, quand elle les avait quittées. La pièce fut alors laissée sans emploi, et depuis quelque temps n'était fréquentée que par Fanny, lorsqu'elle visitait ses plantes ou avait besoin d'un des livres qu'elle était toujours heureuse de pouvoir garder là, à cause du manque de place et de commodité de sa petite chambre d'en haut. Mais graduellement, comme elle en appréciait de plus en plus les agréments, elle élargissait son domaine et y passait plus de temps. Et comme elle ne rencontrait aucune opposition, elle en avait pris possession si naturellement et si simplement qu'il était maintenant généralement admis que la pièce lui appartenait. La chambre de l'Est, ainsi nommée depuis que Maria Bertram avait eu 16 ans, était maintenant considérée comme celle de Fanny, presque aussi définitivement que la mansarde blanche. L'exiguïté de l'une rendant l'usage de l'autre si évidemment raisonnable, les demoiselles Bertram jouissant dans leurs propres appartements de toutes les supériorités que le sens de leur rang pouvait exiger, l'approuvaient entièrement. Et madame Norris, ayant stipulé qu'il n'y aurait jamais de feu dans cette salle pour Fanny, tolérait avec résignation le fait que Fanny utilisait ce dont personne d'autre n'avait besoin, bien que les termes dans lesquels elle parlait de temps en temps de son indulgence parussent impliquer que c'était la meilleure chambre de la maison. Son aspect était si favorable que, même sans feu, elle était habitable le matin, depuis le début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, du moins pour quelqu'un d'aussi accommodant que Fanny. Et tant que le soleil éclairait la salle, elle espérait ne pas être obligée de la quitter complètement, même en hiver. Le bien-être dont elle y jouissait aux heures de loisir était extrême. Elle pouvait s'y réfugier, après quelque chose de désagréable qui serait arrivé en bas, et y trouver une consolation immédiate dans une occupation ou dans une méditation. Ses plantes, ses livres, qu'elle collectionnait depuis la première fois qu'elle avait disposé d'un shilling, son pupitre et ses ouvrages de charité, tout était à portée de sa main. Ou bien, si elle n'était disposée à s'occuper de rien, si elle ne voulait que penser, elle pouvait à peine voir un objet dans la pièce qui n'éveillât pas un souvenir. Chaque chose était amie ou la faisait penser à un ami. Et bien qu'elle eût dû parfois beaucoup souffrir, bien que ses motifs eussent souvent été mal compris, ses sentiments dédaignés, sa compréhension sous-estimée, bien qu'elle eût connu les souffrances de la tyrannie, du ridicule, de l'oubli, chaque retour de ses peines était suivi par une consolation. Sa tante Bertram avait parlé en sa faveur, ou bien Miss Lee l'avait encouragée, ou bien, ce qui était encore plus fréquent et plus estimé,
Edmond avait été son champion et ami. Il avait plaidé sa cause, ou expliqué son opinion. Il lui avait dit de ne pas pleurer, ou lui avait donné quelques preuves d'affection qui rendaient ses larmes délicieuses. Tout cela était maintenant si entremêlé, si harmonisé par le temps, que chaque chagrin passé avait son charme. Cette chambre lui était très chère, et elle n'aurait jamais changé son mobilier pour les meubles les plus élégants de la maison, quoique ce qui avait été primitivement déjà simple eût fort souffert de l'usage des enfants. Le comble de l'élégance était un tabouret d'étain, ouvrage de Julia, trop mal fait pour le salon. Puis 3 transparents faits pendant la vogue des transparents, pour les 3 vitres inférieures d'une fenêtre, et où l'abbaye de Tintern trônait entre une caverne en Italie et un lac au clair de lune dans le Cumberland. Une collection de profils de familles jugées indignes de figurer ailleurs, au-dessus de la cheminée, et à côté, épinglé au mur, un petit dessin d'un navire, envoyé, il y a 4 ans, de la Méditerranée par William, avec, au bas, l'inscription HMS Antwerp, en lettres aussi grandes que le grand mât. Ces vers nids de consolation que Fanny descendait pour soumettre à son influence son esprit agité et en proie au doute, pour voir si, en contemplant le profil d'Edmond, elle pourrait saisir un de ses conseils, ou bien si, en donnant de l'air au géranium, elle pourrait se faire insuffler par la brise de nouvelles forces. Mais elle devait surmonter plus que la crainte de sa propre persévérance. Elle avait commencé à se sentir indécise quant à ce qu'elle devait faire. Et en marchant tout autour de la salle, ses doutes s'accrurent. Avait-elle raison en refusant ce qu'on lui demandait avec tant d'ardeur, ce qu'on désirait tant d'elle, ce qui pourrait être si important pour le plan dans lequel quelques-uns de ceux à qui elle devait la plus grande complaisance avaient mis tout leur cœur? N'était-ce pas de la méchanceté, de l'égoïsme et une peur de s'exposer? Et le jugement d'Edmond, sa certitude de la désapprobation de la part de Sir Thomas pour l'ensemble, suffisait-il pour justifier son refus déterminé en dépit de tous? Il lui eût été si possible de jouer qu'elle était tentée de suspecter la sincérité et la pureté de ses scrupules, et comme elle regardait autour d'elle, les appels de son cousin et de ses cousines furent renforcés par la vue de cadeaux très nombreux qu'elle avait reçus d'eux. La table entre les fenêtres était couverte de boîtes à ouvrage et à tricot qui lui avaient été données à diverses reprises, principalement par Tom, et elle fut stupéfaite à la pensée de la dette que ces attentions lui créaient. Un petit coup à la porte la fit tressaillir au milieu de ses tentatives de trouver son chemin vers le devoir, et son doux « Entrez » fut suivi par l'apparition de quelqu'un devant qui elle était habituée de déposer ses doutes. Ses yeux brillèrent à la vue d'Edmond. « Puis-je vous parler, Fanny, pendant quelques minutes ?»« Oui, certainement. »« Je voudrais vous consulter. J'ai besoin de votre opinion. »« Mon opinion ?» s'écria-t-elle, tressaillant d'un tel compliment qui la comblait de joie. « Oui, votre conseil et votre opinion. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ce projet du spectacle va de pis en pis, vous le voyez. Ils ont choisi à peu près la plus mauvaise pièce qu'ils eussent pu choisir. Et maintenant, pour compléter l'affaire, ils vont demander l'aide d'un jeune homme très peu connu de nous tous. C'est la fin de ce caractère privé et convenable de la représentation, dont on a tant parlé au début. Je ne connais rien de mal au sujet de Charles Maddox, mais l'intimité excessive qui doit naître de son admission parmi nous de cette manière est inadmissible. Ce sera plus qu'une intimité, une familiarité. Je ne puis y penser sans perdre ma patience, et cela m'apparaît comme un mal si grand que je dois, si possible, le prévenir. Ne voyez-vous pas les choses de la même façon? Oui, mais que peut-on faire? Votre frère semble si décidé. Il n'y a qu'une chose à faire, Fanny. Je dois prendre moi-même le rôle d'Anhalt. Je me rends bien compte que rien d'autre ne pourra calmer Tom. Fanny ne put répondre. Ce n'est pas du tout une chose que j'aime, continua-t-il. Personne n'aimerait être obligé à prendre l'apparence d'une telle inconséquence. Après avoir, au su de tout le monde, combattu le projet dès le début,
c'est une absurdité que de me joindre à eux maintenant, quand ils dépassent leur premier projet sous tous les rapports. Mais je ne vois aucune autre solution. En voyez-vous une, Fanny ? Non, dit Fanny avec lenteur. Pas immédiatement. Mais quoi ? Je vois que votre jugement n'est pas avec moi. Réfléchissez-y un peu. Vous ne vous rendez peut-être pas aussi bien compte que moi de tout le tort qui peut, de tous les désagréments qui doivent résulter de la part d'un jeune homme reçu de cette manière, prenant ses habitudes parmi nous, autorisé à venir à toute heure et mis tout d'un coup sur un pied qui doit supprimer toute contrainte. Pensez seulement à la licence que chaque répétition tendra à créer. Tout cela est très mal. Mettez-vous à la place de mademoiselle Crawford, Fanny. Supposez que ce soit à elle de jouer Amélia avec un étranger. Elle a droit à ce qu'on ait du sentiment pour elle, parce qu'elle n'est visiblement pas dépourvue de sentiments. J'ai entendu la plus grande partie de ce qu'elle vous a dit hier soir, pour comprendre qu'elle ne veut pas jouer avec un inconnu. Et comme elle s'était probablement engagée en vue de diverses espérances, peut-être sans avoir suffisamment considéré le sujet pour savoir ce qui probablement arriverait, il ne serait pas généreux envers elle. Nous aurions vraiment tort de l'exposer à ce désagrément. Ses sentiments doivent être respectés. Cela ne vous frappe-t-il pas, Fanny ? Vous hésitez. Je regrette pour mademoiselle Crawford, mais je regrette encore plus de vous voir obligée à faire ce que vous étiez résolue à refuser, et ce que vous savez être désagréable à mon oncle. Ce sera un tel triomphe pour les autres. Ils n'auront pas besoin de raison de triompher quand ils auront vu mon jeu infâme. Mais pourtant, il y aura certainement du triomphe, et je dois l'affronter. Mais cela peut servir de moyen de restreindre la publicité de l'affaire, de limiter l'exhibition, de concentrer notre folie. Je serai bien récompensé. Tel que je suis maintenant, je n'ai aucune influence, je ne puis rien. Je les ai froissés et ils ne m'écouteront pas. Mais si je leur rends la bonne humeur pour cette concession, je ne suis pas sans un espoir de les persuader à limiter la représentation à un cercle beaucoup plus petit que ce à quoi ils aspirent à présent. Ce sera un gain important. Mon but est de nous limiter à Madame Rushworth et au Grant. Ce gain n'en vaut-il pas la peine ? Oui, ce sera un grand point. Mais il n'a toujours pas votre approbation. Pouvez-vous indiquer une autre mesure par laquelle j'aurai une chance de faire un bien égal ? Non, je ne puis imaginer rien d'autre. Mais alors, donnez-moi votre approbation, Fanny. Je ne me sens pas à l'aise sans elle. Oh, cousin, si vous êtes contre moi, je dois perdre la confiance en moi-même. Et pourtant. Mais il est absolument impossible de laisser Tom continuer de la sorte, à chevaucher à travers le pays en quête de quelqu'un qui pourrait être persuadé de jouer, n'importe qui, qu'il ait l'air convenable, et cela suffit. Je pensais que vous partagiez mieux les sentiments de mademoiselle Crawford. Certes, elle sera très contente. Ce sera pour elle un grand soulagement, dit Fanny, en essayant de donner à ses paroles plus d'ardeur. Elle n'a jamais paru plus aimable que dans sa manière d'être avec vous hier soir. Elle a de ce fait beaucoup gagné dans mon estime. Elle a été très gentille, en effet, et je suis heureuse de lui avoir épargné. Elle ne put achever sa généreuse effusion, sa conscience l'arrêta à mi-chemin, mais Edmond fut satisfait. Je descendrai immédiatement après le déjeuner, dit-il, et je suis sûr de leur donner du plaisir. Et maintenant, chère Fanny, je ne vais plus vous interrompre. Vous voulez lire, mais je ne pouvais pas être à l'aise avant de parler avec vous et avant de prendre une décision. Endormie ou éveillée, ma tête en était pleine toute la nuit. C'est un mal, mais certainement, je le rends plus petit qu'il aurait pu être. Si Tom est levé, j'irai directement chez lui et le mettrai au courant. Et lorsque nous nous retrouverons au déjeuner, nous serons tous de bonne humeur avec la perspective de jouer les fous ensemble avec une telle unanimité. Vous, en attendant, vous allez faire un voyage en Chine, je suppose. Comment va Lord Macartney ? Il ouvrit un volume sur la table et puis en prit quelques autres. Et voici les contes de Crabbe. Et le feignant, prêt à vous réconforter si vous vous lassez de votre grand livre. J'admire beaucoup votre petite installation,
Et dès que je serai parti, vous viderez votre tête de toutes ces bêtises théâtrales et vous vous installerez confortablement à votre table. Mais ne restez pas ici trop longtemps pour ne pas attraper froid. » Il s'en alla, mais il n'était pas question de lire, ni d'un voyage en Chine, ni de calme pour Fanny. Il lui avait dit les nouvelles les plus extraordinaires, les plus inconcevables, les plus déplaisantes. Et elle ne put penser à rien d'autre. Lui, jouer sur scène. Après toutes ces objections si justes et prononcées si publiquement, après tout ce qu'elle l'avait entendu dire, tout ce qu'elle l'avait vu exprimer par des regards, et tout ce qu'elle savait qu'il éprouvait, était-ce possible? Edmond, si inconséquent, n'était-il pas en train de se décevoir lui-même? N'avait-il pas tort? Hélas, tout ceci était l'œuvre de mademoiselle Crawford. Fanny voyait son influence dans chaque parole d'Edmond et en fut malheureuse. Les doutes et les alarmes au sujet de sa propre conduite, qui l'avaient désolée auparavant et qui s'étaient tus pendant qu'elle l'écoutait, avaient maintenant perdu leur importance. Cette inquiétude plus profonde les avait engloutis. Les choses doivent suivre leur cours. Peu lui importe comment elles vont se terminer. Ses cousines et son cousin peuvent l'attaquer, mais peuvent à peine l'agacer. Elle est hors de leur portée, et si finalement elle est obligée de céder, tant pis. Tout est devenu si misérable à présent. Chapitre 17. Ce fut en effet une journée de triomphe pour M. Bertram et Maria. Une telle victoire sur la prudence d'Edmond était au-delà de leurs espérances et leur causait le plus grand plaisir. Il n'y avait plus rien qui pût déranger la réalisation du projet qu'ils chérissaient, et ils se félicitaient mutuellement, en privé, de la faiblesse et de la jalousie auxquelles ils attribuaient le changement. Edmond pouvait toujours avoir l'air grave et dire qu'il n'aimait pas leur plan en général et désapprouvait le choix de la pièce en particulier. Leur cause était gagnée. Il devait jouer et il y était amené uniquement par la force de ses inclinations égoïstes. Edmond était descendu de cette élévation morale qu'il avait maintenue auparavant, et ils en étaient tous deux heureux. Ils se comportèrent cependant très bien envers lui dans cette occasion, ne trahissant aucun triomphe excessif, et semblèrent attacher beaucoup d'importance à être forcés de l'admettre malgré leurs désirs. Que tout se passât dans le cercle de leur propre famille, voilà ce qu'ils avaient particulièrement souhaité. Un étranger parmi eux aurait détruit tout leur agrément, et lorsque Edmond, poursuivant cette idée, fit allusion à son espoir quant à la limitation de l'auditoire, ils furent prêts à tout promettre, dans la complaisance du moment. Ce ne fut que de la bonne humeur et de l'encouragement. Madame Norris offrit d'arranger son costume. Monsieur Yates lui assura que la dernière scène d'Anhalt avec le baron demandait pas mal d'action et d'emphase, et Monsieur Rushworth entreprit de compter ses répliques. « Peut-être, dit Tom, Fanny serait plus disposée à nous aider maintenant. Vous pourriez peut-être la persuader. »« Non, elle est bien décidée. Elle ne jouera certainement pas. »« Oh, très bien. » Et on ne dit plus un mot, mais Fanny se sentit de nouveau en danger, et son indifférence au danger commençait déjà à lui manquer. Au presbytère, il n'y eut pas moins de sourires qu'au parc, au sujet de ce changement d'attitude d'Edmond. Ceux de mademoiselle Crawford étaient charmants, et elle rentra dans toute l'affaire avec un tel renouveau subit de gaieté que cela ne put avoir qu'un seul effet sur Edmond. Il avait certainement raison en respectant de tels sentiments. Il était heureux d'avoir pris cette décision. Et la matinée se passa en satisfaction très douce, sinon très saine. Un avantage en résulta pour Fanny. Sur une requête instante de mademoiselle Crawford, madame Grant avait accepté, avec sa bonne humeur coutumière, de prendre le rôle pour lequel on avait demandé les services de Fanny. Et ce fut le seul fait de cette journée qui causa une satisfaction à son cœur. Et même cela, lorsqu'Edmond le lui eut annoncé, ne fut pas exempt de douleur, car c'est à mademoiselle Crawford qu'elle le devait, à mademoiselle Crawford dont la bonté devait susciter sa reconnaissance,
et dont les efforts méritoires furent décrits avec une ardeur admirative. Elle était en sûreté, mais la sûreté ne signifiait pas la paix. Son esprit n'avait jamais été si loin de la paix. Elle ne se sentait pas en tort elle-même, mais elle était inquiétée de toutes les autres manières. Son cœur et son jugement s'élevaient également contre la décision d'Edmond. Elle ne pouvait pardonner son instabilité, et le fait qu'il en était heureux la rendait malheureuse. Elle était pleine de jalousie et d'agitation. Mademoiselle Crawford vint à elle avec un air de gaieté qui semblait être une insulte, avec des expressions amicales auxquelles elle put à peine répondre calmement. Tout le monde autour d'elle était gai et occupé, heureux et plein de son importance. Chacun avait ses intérêts, son rôle, son costume, sa scène préférée, ses amis et alliés. Tous trouvaient leur emploi en consultation et en comparaison, en une diversion dans des idées plaisantes qu'ils suggéraient. Elle seule était triste et insignifiante. Elle ne prenait part à rien. Elle pouvait rester ou s'en aller, elle pouvait demeurer au milieu de leur vacarme ou se retirer dans la solitude de la chambre est, sans que son absence fût remarquée. Elle n'était pas loin de penser que tout eût été préférable à cela. Madame Grant était très importante, sa bonté fut honorablement remarquée, son goût et son temps précieux étaient respectés, sa présence était désirée, on la recherchait, on l'écoutait, on faisait son éloge, et Fanny fut d'abord près de lui envier le rôle qu'elle avait accepté. Mais la réflexion apporta des sentiments meilleurs et lui montra que Madame Grant avait droit au respect dont on n'eût jamais pensé faire preuve envers elle, et que même si elle avait joué, elle n'eût jamais été à l'aise en se joignant au projet que, considérant uniquement le point de vue de son oncle, elle devait condamner dans son ensemble. Le cœur de Fanny n'était pas absolument seul à être affligé, comme elle commença bientôt à s'en rendre compte. Julia souffrait aussi, quoique d'une façon moins irréprochable. Henry Crawford s'était moqué de ses sentiments, mais elle avait pendant longtemps permis et même recherché ses attentions, et maintenant qu'elle avait été forcée d'admettre sa préférence pour Maria, elle s'y soumit sans aucune crainte pour la situation de Maria et sans aucune tentative de recouvrer elle-même sa raisonnable tranquillité. Ou bien elle se cantonnait dans un sombre silence, plongée dans une gravité que rien ne pouvait vaincre, qu'aucune curiosité ne pouvait distraire, qu'aucun trait d'esprit ne pouvait amuser, ou bien, admettant les attentions de M. Yates, parlait avec lui avec une gaieté forcée, avec lui seul, ridiculisant le jeu des autres. Un jour ou deux après l'affront qu'il lui avait infligé, Henry Crawford essaya de le faire oublier par son habituel assaut de galanterie et de compliments, mais il ne se soucia pas assez de persévérer après quelques rebuffades. Puis, trop occupé par la pièce pour avoir le temps d'entreprendre une seconde tentative, il se désintéressa de la querelle, ou plutôt y trouva une bonne occasion de mettre fin tranquillement à ce qui eût pu bientôt provoquer des espérances chez bien d'autres que Madame Grant. Celle-ci n'aimait pas que Julia fût exclue de la représentation et qu'elle y assistât dédaignée par tout le monde, mais comme cela n'avait pas à mettre en jeu son bonheur, comme Henry devait être le meilleur juge du sien, et comme il l'avait assuré avec un sourire des plus persuasifs que ni lui ni Julia n'avaient jamais pensé sérieusement l'un à l'autre, elle ne put que lui renouveler ses conseils au sujet des précautions à prendre envers les deux sœurs, le supplier de ne pas risquer sa tranquillité par une trop grande admiration, et puis participer joyeusement à tout ce qui créait la gaieté parmi la jeunesse en général, et ce qui favorisait particulièrement le plaisir de deux êtres qui lui étaient chers. « Je me demande si Julia n'est pas amoureuse de Henry, observa-t-elle à Marie. « Je sais bien qu'elle l'est, répliqua Marie froidement. Je suppose que les deux sœurs le sont. »« Toutes les deux ? Non, non, cela ne doit pas être. Et faites semblant de rien devant lui. Pensez à M. Rushworth. » « Vous feriez mieux de dire à mademoiselle Bertram de penser à M. Rushworth. Cela pourrait lui faire du bien à elle. Je pense souvent à la fortune et à l'indépendance de M. Rushworth, et souhaite les voir dans d'autres mains, mais je ne pense jamais à lui-même. Un homme avec une telle fortune
pourrait représenter le comté. Cet homme pourrait échapper à une profession et représenter le comté. Je crois qu'il entrera bientôt au Parlement, lorsque Sir Thomas rentrera. Je crois que M. Rushworth sera candidat pour une circonscription, mais jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour le pousser dans cette voie. Sir Thomas doit accomplir de grandes choses lorsqu'il rentrera à la maison, dit Marie, après une pause. Vous rappelez-vous l'adresse au tabac de Hawkins Brown, une imitation de Pope? Feuille bénie, dont l'haleine embaumée dispense la modestie aux étudiants en droit, la raison aux pasteurs. Je vais les parodier. Chevalier béni, dont le regard dictatorial dispense l'opulence aux enfants, la raison à Rushworth. N'est-ce pas bien, Madame Grant? Tout semble dépendre du retour de Sir Thomas. Vous constaterez que cette conclusion est très juste et très raisonnable lorsque vous l'aurez vu dans sa famille, je vous assure. Il a des manières distinguées et imposantes qui conviennent au chef d'une telle maison et qui tiennent tout le monde à sa place. Lady Bertram paraît être un peu plus qu'un zéro lorsqu'il est absent de la maison, et personne d'autre ne peut garder Madame Norris dans l'ordre. Mais, Marie, ne vous imaginez pas que Maria Bertram se soucie de Henry. Je suis sûre que Julia ne le fait pas non plus, sinon elle n'aurait pas flirté, comme elle l'avait fait hier soir avec M. Yates. Et quoique lui et Maria soient de bons amis, je pense qu'elle aime trop Sutterton pour être inconstante. Je ne donnerai pas beaucoup pour les chances de M. Rushworth si Henry survient avant que le contrat soit signé. Si vous avez de tels soupçons, il faut faire quelque chose, et dès que ce spectacle est fini, nous lui parlerons sérieusement pour qu'il sache lui-même ce qu'il doit décider, et s'il n'avait aucune intention, nous le renverrons pour quelque temps, tout Henry Crawford qu'il est. Julia souffrait pourtant, bien que Madame Grant ne le discernât pas, et que cela échappât aussi à l'attention de la plupart de la famille. Elle avait aimé, elle aimait toujours, et elle souffrait autant que son tempérament ardent et sa fierté étaient capables de le supporter, sous l'influence de la faillite d'un espoir doux mais déraisonnable, avec un fort sentiment d'avoir été maltraitée. Son cœur était plein de chagrin et de colère, et elle n'était capable de chercher ses consolations que dans la méchanceté. Sa sœur, avec qui elle avait toujours été en bons termes, était devenue maintenant sa pire ennemie. Elles s'étaient éloignées l'une de l'autre, et Julia ne pouvait maîtriser l'espoir de quelque fin désastreuse aux attentions qui continuaient toujours de ce côté-là, en guise de punition infligée à Maria pour sa conduite honteuse vis-à-vis d'elle-même, comme vis-à-vis de M. Rushworth. Sans aucune incompatibilité de caractère, ni différence dans les opinions qui les eussent empêchées de rester de très bonnes amies, tandis que leurs intérêts étaient les mêmes, les deux sœurs, dans une telle épreuve, n'avaient ni assez d'affection, ni de ces principes qui les eussent rendues charitables ou justes l'une envers l'autre, ou qui les eussent fait s'estimer ou se plaindre l'une l'autre. Maria sentait son triomphe et poursuivait son jeu sans se soucier de Julia, et Julia ne pouvait jamais voir Maria distinguée par Henry Crawford, sans espérer que cela créerait de la jalousie et amènerait finalement un scandale. Fanny voyait une bonne partie de tout cela et plaignait beaucoup Julia, mais il n'y avait aucune amitié qui eût pu s'extérioriser entre elles. Julia ne faisait pas de confidences et Fanny ne prenait aucune liberté. Elles étaient deux malheureuses solitaires, uniquement liées dans la conscience de Fanny. L'inattention des deux frères et de la tante pour les souffrances de Julia et leur cécité pour les vraies causes de celle-ci devaient être imputées à la surabondance de leurs occupations. Ils étaient entièrement pris par les préparatifs. Tom était accaparé par les préoccupations relatives à son théâtre et ne voyait rien d'autre. Edmond, partagé entre sa vie théâtrale et sa vie réelle, entre les plaintes de mademoiselle Crawford et sa propre conduite, entre l'amour et sa stabilité, était également inattentif. Et madame Norris était trop occupée à s'intéresser aux petites exigences de la compagnie, maintenant en bon état les divers costumes par des prodiges d'économie, ce dont personne ne lui savait gré, et épargnant quelques francs par-ci par-là
à l'intention de sir Thomas pour pouvoir encore veiller à la conduite de ses nièces ou protéger leur bonheur. Chapitre 18. Toute chose était maintenant bien en ordre. Le théâtre, les acteurs, les actrices et les costumes, tout marchait bien. Mais quoique nul autre obstacle ne se produisît, Fanny trouva, après peu de jours, que tout n'était pas qu'amusement dans la petite société, et qu'elle ne pourrait continuer indéfiniment à être témoin de scènes délicieuses, comme au début. Bientôt, chacun commença à montrer son humeur. En premier lieu, Edmond. En dépit de sa décision, un décorateur arriva de la ville et se mit au travail, ce qui eut pour effet d'augmenter les dépenses, et qui plus est, d'amoindrir l'éclat de leur présentation, et son frère, au lieu de suivre ses instructions quant à l'intimité de la représentation, se mit à donner des invitations à chaque famille qu'il rencontrait. Tom, lui-même, commença à s'énerver en voyant les lents progrès du peintre des décors. Il avait appris son rôle, tout son rôle, n'omettant aucun des petits riens pouvant renforcer son personnage du sommelier, et se montrait impatient de jouer, et chaque jour qui passait le voyait plus persuadé de l'insignifiance de son rôle, et lui faisait de plus en plus regretter qu'une autre pièce n'eût pas été choisie. Fanny, auditrice toujours très courtoise, et bien souvent la seule auditrice à trouver, se rallia aux plaintes et à la détresse de la plupart des acteurs. Elle savait que M. Yates était enclin à déclamer avec extravagance, que M. Yates était désappointé au sujet de Henry Crawford, que Tom Bertram parlait tellement vite qu'il serait inintelligible, que Madame Grant gâtait tout par son rire, qu'Edmond ne connaissait pas son rôle à fond, et que c'était une misère de ne pouvoir rien faire de M. Rushworth, qui avait besoin du souffleur à chaque tirade. Elle savait aussi que le pauvre M. Rushworth ne trouvait que rarement quelqu'un voulant bien répéter avec lui. Ses doléances lui étaient parvenues, comme les autres. Le désir de sa cousine Maria de l'éviter était si apparent, ainsi que l'inutilité de la répétition de la première scène entre elle et M. Crawford, qu'elle eut bientôt la terreur de recevoir d'autres plaintes de sa part. Dans cet état d'esprit, elle crut voir chacun demander ce qu'il n'avait pas, provoquant le mécontentement des autres. Chacun avait un rôle ou trop long ou trop court à son gré. Personne ne suivrait comme il devrait. Personne ne se rappellerait le côté de la scène par lequel il devrait entrer. Personne, sauf l'intéressé, n'observerait de direction. Fanny pensait se procurer autant de plaisir innocent avec la pièce que n'importe lequel des acteurs. Henry Crawford jouait bien, et c'était un plaisir pour elle de se faufiler dans le théâtre et d'assister à la répétition du premier acte, en dépit de l'émotion du récit de Maria à certains endroits. Maria aussi, pensait-elle, jouait bien, trop bien, et après une ou deux répétitions, Fanny fut bientôt leur seul public, et quelquefois comme souffleur, quelquefois comme spectatrice, leur était bien souvent nécessaire. Pour autant qu'elle pouvait en juger, M. Crawford était de loin le meilleur acteur de tous. Il avait plus d'assurance qu'Edmond, plus de discernement que Tom, plus de talent et plus de métier que M. Yates. Elle ne l'aimait pas en tant qu'homme, mais elle devait admettre qu'il était le meilleur acteur, et sur ce point, peu de gens étaient d'un avis contraire. Il est vrai que M. Yates n'admettait pas sa docilité et son insipidité, et même qu'un jour, M. Rushworth se tourna furieusement vers elle en s'exclamant « Que trouvez-vous de si parfait dans tout ceci ? Sur mon âme, je ne peux l'admirer. Et entre nous, il est ridicule de vouloir comparer un homme aussi petit, insignifiant et indifférent à un grand acteur. » À dater de ce jour, il y eut un grand changement dans son ancienne jalousie, que Maria, malgré les espoirs de Crawford, avait peine à éloigner. Et les chances de voir M. Rushworth connaître un jour convenablement toutes ses répliques devinrent moins rares. Personne, à part sa mère, n'avait la plus petite idée de la façon dont on arriverait à faire d'eux quelque chose de tolérable. Elle, en vérité, regrettait de voir que son rôle à lui ne fut pas plus important et différa son arrivée à Mansfield
jusqu'au moment où les répétitions furent assez avancées pour comprendre toutes les scènes. Mais les autres ne demandaient qu'une chose, qu'il se rappelle le premier mot et la première ligne de ses répliques, et s'en remette au souffleur pour le reste. Fanny, dans sa gentillesse et sa pitié pour lui, avait grand-peine à lui enseigner la façon d'apprendre un rôle, lui donnant toute l'aide dont elle était capable, essayant de lui créer une mémoire artificielle et apprenant chaque mot de son rôle elle-même, mais sans qu'il la suivît beaucoup. Que d'appréhension, que d'anxiété, quel malaise elle ressentait. Mais en raison de ceci et des autres doléances qui retenaient son attention, elle était loin de se trouver inutile ou inactive au milieu d'eux, sans compagnon dans ses inquiétudes et sans souci de ses aises. Ses premières craintes se trouvaient sans fondement. Elle était, à l'occasion, utile à tous. Elle avait peut-être l'esprit aussi calme que les autres. De plus, il y eut beaucoup de travaux de couture à faire et son aide fut demandée. Il était évident que madame Noris la croyait loin de tout souci, par la façon dont elle s'exclama. « Venez, Fanny, c'est très bien de ne pas s'en faire, mais vous ne devez pas continuer à passer d'une pièce à l'autre, à l'aise, en regardant ce qui se passe. Venez ici, je me suis fatiguée à ne plus pouvoir tenir debout, à essayer d'arranger le manteau de M. Rushworth sans faire chercher d'autres satins, et il me semble que vous pourriez bien m'aider à le recoudre. Il n'y a que 3 coutures à faire, et vous pourriez les finir en un instant. J'aimerais aussi n'avoir à m'occuper que de la partie exécutive, mais si personne n'en faisait plus que vous, nous n'avancerions pas très vite. » Fanny prit le travail très calmement, sans essayer de se défendre. Mais sa gentille tante Bertram fit observer à sa place. « On pourrait se demander, chère sœur, si Fanny est contente. Tout ceci est nouveau pour elle, voyez-vous. Vous et moi aimions aussi beaucoup jouer, et je demeure la même. Et aussitôt que je serai un peu à l'aise, j'irai assister à leurs répétitions aussi. Vous ne m'avez jamais parlé de la pièce, Fanny. De quoi s'agit-il ? » « Oh, sœur, je vous en prie, ne lui demandez pas cela maintenant, car Fanny n'est pas de ces personnes qui peuvent parler et travailler en même temps. Il s'agit de vœux d'amant. »« Je crois, » ajouta Fanny à l'intention de sa tante Bertram, « qu'ils répéteront 3 actes demain soir. Vous auriez alors l'occasion de voir tous les acteurs à l'œuvre. »« Vous feriez mieux de vous abstenir jusqu'à ce que le rideau soit pendu, » intervint madame Noris. « Il sera pendu d'ici 1 jour ou 2. Il y a vraiment peu de sens à une pièce sans rideau, et je me trompe fort, ou vous lui verrez de jolis festons. » Lady Bertram parut se résigner à attendre. Fanny ne partageait pas la quiétude de sa tante. Elle pensait beaucoup au lendemain, car si les 3 actes étaient répétés, Edmond et mademoiselle Crawford joueraient ensemble pour la première fois. Au 3e acte, elle verrait entre eux 2 une scène qui l'intéressait plus particulièrement et dont elle se demandait ardemment de quelle façon il s'en tirerait. Le sujet entier en était l'amour. Un mariage d'amour devait être décrit par l'acteur et une très petite déclaration d'amour faite par l'actrice. Elle avait lu et relu cette scène avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions contenues et attendu sa représentation avec presque trop d'intérêt. Elle ne pouvait croire qu'il l'avait déjà répétée, même en privé. Le lendemain arriva, les préparatifs pour le soir continuèrent, et l'agitation de Fanny s'accrut. Elle travailla très diligemment, sous la direction de sa tante, mais sa diligence et son silence révélaient un esprit absent et anxieux, et aux environs de midi, elle s'échappa vers la chambre est. Elle ne s'inquiétait d'aucune autre, désireuse de prendre son temps pour réfléchir et d'éviter la vue de M. Rushworth. Comme elle passait dans le hall, la vue des 2 dames revenant du presbytère ne provoqua aucun changement dans son désir de retraite, et elle travaillait et méditait dans la pièce est sans être distraite depuis 1/4 d'heure, quand un coup frappé à la porte fut suivi de l'entrée de mademoiselle Crawford. « Est-ce bien ici ? » ?»« Oui, c'est bien la pièce est. Ma chère mademoiselle Price, je vous demande pardon, mais je vous ai cherché avec le dessein d'implorer votre aide. » Fanny, plutôt surprise, fit un effort pour se montrer maîtresse de la place par sa civilité, et son regard se dirigea ostensiblement vers le foyer vide. « Merci beaucoup, je n'ai pas froid, pas du tout.
permettez-moi de rester ici un petit moment, et veuillez écouter mon 3e acte. J'ai apporté mon livret, et si vous vouliez bien le répéter avec moi, je vous en serais si obligée. Je suis venue ici aujourd'hui avec l'intention de le répéter avec lui vers la soirée, mais il n'est pas trouvable, et s'il l'était, je ne pense pas que je pourrais le faire avec lui, avant que je n'aie pris un peu plus d'assurance, car il y a 1 ou 2 passages où, vraiment, vous serez assez bonne pour le faire, voulez-vous ? L'assentiment de Fanny, quoique donné d'une voix faible, n'en fut pas moins poli. Vous est-il déjà arrivé de jeter un coup d'œil sur les passages en question ? Continua mademoiselle Crawford, ouvrant son livre. Voici, je n'y fis pas fort attention en premier lieu, mais, ma parole, ici, regardez cette tirade, et celle-ci, et encore cette autre. Comment pourrais-je jamais le regarder en face et lui dire des choses pareilles ? Pourriez-vous le faire, vous ? Évidemment, il est votre cousin, et ceci est différent. Vous devriez les répéter avec moi, de façon à ce que je puisse croire que vous êtes lui, et ainsi m'habituer petit à petit. Vous lui ressemblez quelquefois. Vraiment ? Je ferai tout ce qui est possible, mais je devrais lire le rôle, car je suis incapable de déclamer. Pas même un mot, je suppose. Évidemment, vous devrez avoir le livre. Maintenant, il vous faut 2 chaises à la main, pour les amener sur le bord de la Seine. Voici de très bonnes chaises d'écolier, pas du tout faites pour le théâtre, ma parole, plutôt faites pour les petites filles qui donnent des coups de pied en apprenant leurs leçons. Que diraient votre gouvernante et votre oncle de les voir employer à pareille fin ? Sir Thomas jurerait s'il pouvait nous voir en ce moment, car nous répétons à travers toute la maison. Yates vocifère dans la salle à manger, je l'ai entendu en montant, et le théâtre est pris évidemment par ces 2 infatigables acteurs Agathe et Frédéric. Si eux ne sont pas parfaits, j'en serais surprise. En fait, je les ai observés il y a 5 minutes, précisément à un des moments où ils essaient de ne pas s'embrasser, et M. Rushworth était à mon côté. Il m'a semblé qu'il le regardait d'une façon étrange, à un moment donné. Aussi l'ai-je distrait comme j'ai pu, en lui murmurant « Nous aurons une Agathe excellente ». Il y a quelque chose de si maternel dans ses manières, de si complètement maternel dans sa voix et ses attitudes. N'ai-je pas bien fait ? Il se rasséréna à l'instant. Maintenant, mon soliloque. Elle commença, et Fanny l'aida de son mieux, mais son désir de personnifier Edmond était tel qu'il empêchait toute inspiration, et sa voix et son apparence tellement féminines ne pouvaient donner l'impression d'un homme. Quoi qu'il en soit, aidée d'une pareille collaboratrice, mademoiselle Crawford ne manquait pas de courage, et elles étaient parvenues à la moitié de la scène lorsqu'un coup frappé à la porte provoqua une pause et, un instant après, l'entrée d'Edmond suspendit tout à fait la répétition. Les sentiments intérieurs, la surprise, le plaisir apparurent sur chaque visage à cette réunion si inattendue, et comme Edmond était venu pour le même motif que mademoiselle Crawford, leurs sentiments et leur plaisir allaient se maintenir en eux. Lui aussi avait son livre, et recherchait Fanny pour lui demander de répéter avec lui et l'aider à se préparer pour le soir, sans savoir que mademoiselle Crawford se trouvait dans la maison. Et grandes furent la joie et l'animation à se trouver soudain réunies, toutes proportions gardées, et de sympathiser grâce aux bons offices de Fanny. Elle ne pouvait atteindre la chaleur qu'ils y mettaient. Son esprit était éclipsé par l'éclat de leur esprit, et elle finit par se rendre compte qu'elle n'était rien pour aucun d'eux, et par éprouver le contentement d'avoir été recherchée par chacun. Ils devaient maintenant répéter ensemble. Edmond le proposa, pria, fit si bien que sa partenaire, pas très rébarbative au début, ne put plus refuser plus longtemps, et ils demandèrent à Fanny de les aider et de les observer. Elle fut investie, en quelque sorte, des fonctions de juge et de critique, et instamment priée d'en faire usage et de leur dire leurs fautes. Mais à l'idée de faire ceci, son esprit se révolta. Elle ne pouvait pas, elle ne le voulait pas, elle n'oserait pas l'essayer. Aurait-elle même été plus qualifiée pour la critique, sa conscience l'aurait empêchée de s'aventurer en désapprobation. Le rôle de souffleur serait déjà suffisant, et quelquefois plus que suffisant.
car elle ne pouvait pas toujours regarder le livre. En les regardant, elle s'oublia et, agitée par les façons de plus en plus pressantes d'Edmond, elle avait fermé le livre au moment même où il lui demandait de l'aide. Ceci fut imputé à une très compréhensible lassitude. On s'apitoya et on la remercia. Mais elle rejetait leur pitié plus fortement qu'elle espérait qu'ils pourraient jamais le soupçonner. À la fin, la scène fut achevée, et Fanny se força à joindre les félicitations à celles qu'ils se prodiguaient mutuellement. Et quand elle se retrouva seule, et à même de se remémorer le tout, elle comprit que la représentation ne pourrait être qu'une souffrance pour elle. Quels que pussent en être les effets, elle tiendrait le coup ce jour-là. La répétition générale des 3 premiers actes aurait certainement lieu le soir. Madame Grant et les Crawford s'étaient engagés à revenir à cette fin aussitôt qu'ils le pourraient après le dîner, et chaque intéressé y pensait avec ardeur. Il semblait devoir y avoir une diffusion générale de félicitations à cette occasion. Tom s'amusait à l'avance en songeant à la fin. Edmond vivait dans le rêve de la répétition du matin, et toutes les petites exaspérations semblaient disparaître partout. Tous étaient alertes et impatients. Les jeunes filles se mirent bientôt en route, les garçons suivirent, et, à l'exception de Lady Bertram, Madame Norris et Julia, tout le monde se retrouva très tôt au théâtre, et, l'ayant éclairé aussi bien que son état inachevé le permettait, n'attendait plus que l'arrivée de Madame Grant et des Crawford pour débuter. Ils n'attendirent pas longtemps, les Crawford, mais Madame Grant ne vint pas. Elle ne pouvait pas venir. Le docteur Grant, prétextant une indisposition qui ne rencontra pas beaucoup de crédit auprès de sa belle-sœur, ne pouvait se séparer de sa femme. « Le docteur Grant est malade, dit-elle solennellement. Il est malade depuis le dîner. Il prétendit que le faisan était coriace, renvoya son plat, et il souffre depuis lors. » Ceci créa un certain désappointement. L'absence de Madame Grant était vraiment fâcheuse. Ses manières plaisantes et ses appréciations chaleureuses la rendaient toujours très populaire parmi eux. Mais aujourd'hui, elle était absolument indispensable. Il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas répéter d'une façon satisfaisante sans sa présence. L'intimité de toute la soirée était détruite. Que faire? Tom était au désespoir. Après un moment de perplexité, quelques pères d'yeux se tournèrent vers Fanny, et on entendit une voix ou deux dire « Si mademoiselle Price voulait être assez bonne pour lire le texte… » Elle se trouva bientôt entourée de supplications. Tout le monde le lui demandait. Edmond lui-même dit « Faites-le, Fanny, si ce n'est pas très désagréable pour vous. » Mais Fanny se récria. Elle n'en pouvait supporter l'idée. Pourquoi mademoiselle Crawford ne pouvait-elle en être chargée aussi bien? Et pourquoi n'était-elle pas allée dans sa propre chambre, où elle aurait pu être si tranquille, au lieu d'être présente à la répétition? Elle savait que celle-ci l'irriterait et la remplirait de détresse. Elle savait que son devoir aurait été d'en rester éloignée. Elle était bien punie. « Vous n'avez qu'à lire le livret, » dit Henry Crawford, revenant à la charge. « Et je veux croire qu'elle en connaît chaque mot, » ajouta Maria, car elle a pu au moins 20 fois indiquer à Madame Grant, l'autre jour, l'endroit où l'on était. Fanny, je suis certaine que vous connaissez le livret. Fanny ne pouvait pas dire qu'elle ne le connaissait pas. Et comme ils persévéraient tous, comme Edmond réexprimait son désir d'une façon qui la touchait profondément, elle dut se rendre. Elle ferait de son mieux. Tout le monde était satisfait, et elle fut laissée au soubresaut de son cœur palpitant, pendant que les autres se préparèrent à commencer. Ils commencèrent, et, trop profondément absorbés par leur propre bruit pour être frappés par un autre bruit, se produisant de l'autre côté de la maison, ils étaient parvenus à un certain passage lorsque la porte de la pièce fut ouverte violemment, et Julia, y montrant une face hagarde, s'exclama « Mon père est là! Il est en ce moment dans le hall !» Deuxième partie. Chapitre 1. Comment décrire la consternation de l'assemblée,
Pour la plus grande partie d'entre eux, ce fut là un moment d'absolue horreur. Sir Thomas dans la maison. Tous s'en rendirent compte. Les regards que jetait Julia étaient la preuve même de la réalité du fait. Et après les premières exclamations, plus un seul mot ne fut prononcé pendant une bonne demi-minute. Chaque personne, le visage altéré, regardait quelqu'un d'autre, et presque tous trouvaient cette situation la plus inconfortable, la plus désastreuse de toutes. M. Yates pouvait bien la considérer comme étant uniquement une interruption vexante de la soirée, et M. Rushworth pouvait bien imaginer qu'elle était blessante, mais tous les autres cœurs étaient en train de sombrer sous le poids d'une condamnation personnelle ou d'une alarme indéfinie. Chaque autre cœur se demandait « Qu'allons-nous devenir ? Que faut-il faire maintenant ?» L'instant était terrible. Et terrible, pour chaque oreille, étaient les sons conjugués des portes qu'on ouvrait et des pas qu'on entendait. Julia fut la première à se mouvoir à nouveau et à parler. La jalousie et l'amertume furent suspendues. L'égoïsme fut laissé en faveur de la cause commune, mais au moment de l'apparition de Julia, Frédéric était occupé à écouter dévotement le récit d'Agathe et pressait sa main sur son cœur. Et aussitôt qu'elle put se rendre compte de ceci, et voir cela, en dépit de sa commotion, il avait toujours la même pose et retenait la main de sa sœur. Son cœur blessé se gonfla à nouveau d'injustice, et paraissant aussi rouge qu'elle venait d'être blanche, elle s'en alla de la pièce en disant « Je n'ai pas besoin d'avoir peur de paraître devant lui. » Sa sortie brisa la trêve, et au même moment, les deux frères allèrent de l'avant, sentant la nécessité de faire quelque chose. Ils échangèrent fort peu de mots. Le cas n'admettait aucune différence d'opinion. Ils devaient se rendre immédiatement au salon. Maria se joignit à eux avec la même intention, étant alors la plus ferme des trois, car la même circonstance qui avait chassé Julia était pour elle le plus doux des encouragements. Le fait qu'Henry Crawford tenait sa main à ce moment d'une telle importance lui enlevait tout doute et toute anxiété. Il lui semblait que c'était là un appel de la plus ardente détermination, et il lui était même égal de rencontrer son père. Ils s'en allèrent, faisant à peine attention à la question répétée sans cesse de M. Rushworth. « Dois-je m'en aller aussi ? Ne ferais-je pas mieux de m'en aller aussi ? Ne serait-il pas convenable que je parte aussi ?» Mais à peine furent-ils sortis qu'Henry Crawford entreprit de répondre à la requête anxieuse et, l'encourageant par tous les moyens à présenter sans délai ses respects à Sir Thomas, l'envoya rejoindre les autres avec une hâte heureuse. Fanny fut laissée en compagnie des seuls Crawford et de M. Yates. Elle avait bien été regardée par ses cousins, et comme elle pensait que son humble personne ne pouvait trouver la même affection auprès de Sir Thomas que ses propres enfants, elle était heureuse d'être restée en arrière et de gagner le temps de respirer. Son agitation et son alarme dépassaient tout ce qu'elle avait ressenti durant la pause. Elle était près de s'évanouir. Toute son ancienne terreur habituelle vis-à-vis de son oncle lui était revenue, et avec elle sa compassion pour lui et pour presque chaque acte du drame qui se jouait autour d'elle, avec une sollicitude particulière pour Edmond. Elle avait trouvé un siège sur lequel elle endurait ses pensées craintives, pendant que les trois autres, toutes retenues envolées, donnaient cours à leurs plaintes, se lamentant au sujet d'une arrivée aussi prématurée et, sans pitié, souhaitaient que le voyage de Sir Thomas eût été 2 fois aussi long ou qu'il fût encore à Antigua. Les Crawford étaient plus emballés que M. Yates, car ils connaissaient mieux la famille et pouvaient juger plus clairement les résultats qui allaient suivre. Pour eux, la ruine de la pièce était une certitude, la destruction totale du projet inévitable, tandis que M. Yates considérait la chose comme une interruption momentanée, un désastre pour la soirée, et allait même jusqu'à suggérer la possibilité de remettre la répétition après le thé, quand l'effervescence de la réception de Sir Thomas serait finie, et qu'il pourrait à l'aise s'en réjouir. Les Crawford rirent de l'idée, et ayant bientôt décidé de regagner paisiblement leur home et de laisser la famille à elle-même, proposèrent à M. Yates de les accompagner et de passer la soirée avec eux au presbytère. Mais M. Yates,
qui ne s'était jamais trouvé au milieu de gens ayant des idées strictes au sujet des confidences de famille, ne pouvait comprendre que quelque chose de ce genre fût nécessaire, et c'est pourquoi, les remerciant, il dit qu'il préférait rester où il était, qu'il pourrait présenter ses respects au vieux gentleman, puisqu'il était à la maison, et en plus qu'il ne serait peut-être pas très gentil pour les autres, que tout le monde s'esquiva. Fanny commençait précisément à se remettre, et elle sentit qu'elle ne pourrait pas rester plus longtemps à l'écart sans manquer de respect. Ce point acquis, et dûment mandatée pour les excuses des frères et des sœurs, elle les vit se préparer à partir, comme elle quittait la pièce pour accomplir le terrible devoir de comparaître devant son oncle. Elle se retrouva trop vite à son gré à la porte du salon, et après avoir attendu un moment quelque chose qu'elle savait ne pouvoir venir, un courage qu'aucune attente derrière une porte n'a jamais donné, elle tourna la poignée, le désespoir au cœur, et les lumières du salon et la famille réunie se trouvèrent devant elle. Comme elle entrait, son propre nom frappa son oreille. Sir Thomas regardait précisément autour de lui, disant « Mais où est Fanny ? Pourquoi ne vois-je pas ma petite Fanny ?» Et l'apercevant soudain, venait à sa rencontre avec une gentillesse qui l'étonna et la pénétra, l'appelant sa chère Fanny, l'embrassant affectueusement et observant avec un réel plaisir combien elle avait grandi. Fanny ne savait comment se tenir ni regarder. Elle était plutôt oppressée. Il n'avait jamais été aussi aimable, aussi réellement aimable de toute sa vie. Ses façons semblaient changer, sa voix était agitée par la joie, et tout ce qui avait été imposant dans sa dignité semblait fondu en tendresse. Il la conduisit près de la lumière et la regarda à nouveau, s'enquit particulièrement de sa santé, puis, se reprenant, fit observer qu'il n'avait aucun besoin de s'en enquérir, puisque son apparence était suffisamment éloquente. Une légère rougeur, ayant succédé à la pâleur de sa figure, justifiait pleinement sa croyance de son égal développement en santé et en beauté. Il s'enquit ensuite de sa famille, spécialement de William, et sa tendresse était telle qu'elle se fit le reproche de l'aimer si peu et d'avoir cru son retour une mauvaise fortune. Et quand, après avoir eu le courage de lever les yeux vers son visage, elle vit qu'il avait maigri et qu'il avait l'aspect d'un homme fatigué, lassé, usé par les climats chauds, chacune de ses tendres pensées s'accrut, et elle se trouva malheureuse de penser combien de chagrins insoupçonnés allaient probablement s'abattre sur lui. Sir Thomas était, en réalité, la vie même de l'assemblée qui, à sa suggestion, s'assit alors autour du foyer. C'était à lui en premier lieu qu'il appartenait de prendre la parole, et son émotion de se retrouver à nouveau dans sa propre maison, au milieu des siens, après une telle séparation, le rendit communicatif à un degré inhabituel, et il était prêt à donner tous les renseignements au sujet de son voyage et à répondre aux questions de ses deux fils avant même qu'elles ne fussent posées. Ses affaires à Antigua s'étaient rapidement développées dernièrement, et il arrivait directement de Liverpool, ayant eu l'opportunité de faire la traversée sur un bateau privé, au lieu d'avoir eu à attendre le paquebot. Et tous les détails de ses avatars et de ses faits et gestes, de ses arrivées et de ses départs furent bientôt connus, tandis qu'assis à côté de Lady Bertram, il contemplait, le cœur plein de satisfaction, les visages autour de lui, s'interrompant à plusieurs reprises pour insister sur sa bonne fortune de les trouver tous à la maison, après son arrivée aussi inattendue. Tous rassemblés comme il aurait pu le désirer, mais jamais l'espérer. M. Rushworth ne fut pas oublié. Une réception des plus cordiales lui fut réservée, et bientôt il lui sembla avoir toujours vécu dans l'intimité de Mansfield. Il n'y avait rien de désagréable dans l'aspect de M. Rushworth, et Sir Thomas l'aimait déjà. Il n'y eut pas, dans toute l'assemblée, d'auditeur plus attentif que sa femme, qui était réellement si heureuse de le revoir, et sa brusque arrivée, ravivant ses sentiments pour lui, l'avait mise dans un état d'agitation qu'elle n'avait plus connu depuis 20 ans. Elle s'était presque trémoussée pendant quelques minutes, et maintenant encore, son animation était telle
qu'elle avait rangé son travail et donné toute son attention à son mari, à qui elle avait laissé le reste du divan. Elle n'avait aucune crainte de voir quelqu'un gâter son plaisir. Son attitude et ses loisirs avaient été irréprochables pendant son absence. Elle avait fait énormément de tapisseries et réalisé plusieurs mètres de franges. Et elle aurait sans hésitation répondu de la bonne conduite des jeunes gens aussi bien que de la sienne. Il était tellement agréable de le voir à nouveau, de l'entendre parler, d'avoir son oreille flattée et sa compréhension éveillée par ses récits, qu'elle se mit seulement maintenant à réaliser combien il lui avait manqué, et combien elle n'aurait pas pu supporter une plus longue absence. Le bonheur de madame Norris n'était évidemment pas à comparer à celui de sa sœur. Non pas qu'elle redoutât les appréciations de sir Thomas sur l'état actuel de la maison, car son jugement avait été faussé au point qu'après avoir rapidement fait disparaître le manteau de satin rose de M. Rushworth au moment de l'entrée de son beau-frère, on pouvait à peine prétendre qu'elle montrait quelque alarme. Mais elle était contrariée par la manière de son retour. Celui-ci l'avait laissée sans réaction. Au lieu de l'appeler à sa rencontre hors de la pièce pour la rencontrer la première et annoncer la bonne nouvelle par toute la maison, sir Thomas, au mépris de la réaction que pourrait produire sa façon de faire sur des personnes aussi sensibles que sa femme et ses enfants, n'avait pris comme confident que le maître d'hôtel et l'avait suivi presque instantanément au salon. Madame Norris se trouva frustrée d'un rôle qu'elle avait toujours aspiré à remplir, qu'il s'agît de l'annonce de son arrivée ou de celle de sa mort, et il n'y avait aucun espoir de pouvoir se rendre importante maintenant, alors que seule la tranquillité et le silence étaient demandés. Si encore sir Thomas avait consenti à manger, elle aurait abruti la cuisinière d'injonctions harassantes et injurié le valet de pied pour le forcer à se dépêcher. Mais non, sir Thomas déclina résolument toute invitation à dîner. Il ne voulait rien prendre, rien avant que le thé ne fût servi. Il attendait même à peine le thé. À intervalles réguliers, madame Norris revint à la charge, et au beau milieu du récit de son passage en Angleterre, alors que les tribulations d'un corsaire français avaient atteint leur point culminant, elle arrêta net le narrateur pour lui proposer du potage. « Sûrement, mon cher sir Thomas, une assiette de potage serait pour vous meilleure que du thé. Prenez une assiette de potage. » Sir Thomas ne voulut pas avoir l'air offensé. « Toujours aussi attentive au confort de chacun, ma chère madame Norris, répondit-il. Mais en vérité, je préférerais n'avoir rien d'autre que du thé. » Bien, alors, Lady Bertram, il me semble que vous pourriez donner vos ordres pour le thé immédiatement. Il me semble que vous pourriez dire à Badelet de se hâter. Il me paraît lent aujourd'hui. Elle fit adopter ce point de vue, et le récit continua. À la fin, il y eut une pause. Son exposé des choses les plus intéressantes était terminé, et le fait de regarder joyeusement autour de lui le cercle aimé, sans que son regard ne s'arrêtât spécialement sur l'une ou l'autre tête, lui semblait suffisant. Mais la pause ne fut pas longue. Dans l'exaltation de ses sentiments, Lady Bertram devint communicative, et quelles durent être les réactions intimes de ses enfants quand ils l'entendirent dire « À quoi pensez-vous que le jeune monde se soit amusé ces derniers temps, sir Thomas ? Il a fait du théâtre. Nous avons tous été fort occupés à jouer. » « Vraiment ? Et qu'avez-vous joué ? » ?»« Oh, ils vous raconteront tout. »« Le tout sera vite dit, » s'écria Tom hâtivement. « Mais ce n'est vraiment pas la peine d'ennuyer mon père avec cela maintenant. Vous en saurez assez demain, sœur. Nous nous sommes seulement exercés ces dernières semaines à répéter quelques actes pour faire quelque chose et amuser ma mère. Il a tant plu depuis le début octobre que nous avons été confinés pendant des jours et des jours dans la maison. J'ai à peine touché un fusil depuis ce mois. La chasse était passable les 3 premiers jours, mais il ne fallut plus y songer après. Le premier jour, je suis allé du côté de Mansfield Wood et Edmond alla au-delà d'Easton. Et nous avons rapporté 6 couples de perdrix à la maison, et peut-être tué 6 fois autant chacun. Mais nous avons respecté vos faisans, sœur, je vous assure, autant que vous auriez pu le désirer. Je ne pense pas que vous pourrez trouver vos bois moins garnis qu'ils ne l'étaient.
Je n'ai jamais vu les bois de Mansfield aussi remplis de faisans que cette année. J'espère que vous-même allez bientôt vous en rendre compte, sœur. » Pour le moment, le danger était écarté, et la terreur de Fanny diminua. Mais après que le thé fut apporté et bu, et que sir Thomas se leva, disant qu'il ne pouvait rester plus longtemps dans la maison sans jeter un coup d'œil dans la chère chambre personnelle, toute l'agitation reprit. Il avait disparu avant qu'aucun mot ne fût dit pour le préparer au changement qu'il allait trouver là, et un moment de panique suivit sa disparition. Edmond se reprit le premier. « Quelque chose doit être fait, dit-il. »« Il est grand temps de songer à nos invités, » ajouta Maria, sentant toujours sa main pressée sur le cœur d'Henry Crawford, et se préoccupant peu du reste. « Où avez-vous laissé mademoiselle Crawford, Fanny ?» Fanny expliqua le départ et fit part de leur message. « Alors, ce pauvre Yates est tout seul !» s'écria Tom. « Je vais le chercher. Il ne sera pas de trop quand tout sera découvert. » Il se dirigea vers le théâtre et l'atteignit juste à temps pour assister à la première rencontre de son père avec son ami. Sir Thomas avait plutôt été étonné de trouver les bougies allumées dans sa chambre et promenait un regard ébahi autour d'elle, s'apercevant qu'elle présentait des symptômes d'habitation récente et une certaine confusion parmi le mobilier. Le déplacement de la bibliothèque de devant la porte de la salle de billard l'affectait particulièrement, mais il eut à peine le temps de s'étonner de ceci que des sons étranges, provenant de la salle de billard même, l'étonnèrent davantage. Quelqu'un y parlait très haut, il ne connaissait pas la voix, plus que parlante, presque hurlante. Il marcha vers la porte, se réjouissant à ce moment de l'opportunité d'une communication immédiate, et l'ouvrant, se retrouva sur la scène d'un théâtre, face à un jeune homme, déclamant et semblant vouloir le repousser. Au moment précis où Yates aperçut sir Thomas, où il commençait peut-être de la façon la plus parfaite une tirade qu'il n'avait jamais aussi bien attaquée de toutes les répétitions, Tom Bertram entra par l'autre porte de la chambre, et jamais il n'eut plus de difficulté à maintenir sa contenance. L'apparence solennelle et figée de son père, sa première apparition sur une scène, et la métamorphose graduelle du passionné baron Wildenheim en la personne polie et convenable de M. Yates, présentant ses excuses à sir Thomas Bertram, étaient une telle exhibition, un si réel passage de vrai théâtre, qu'il n'en aurait pas voulu perdre un épisode pour un empire. Ceci serait peut-être la dernière, très probablement la dernière, scène sur ce plateau, mais il était certain qu'il ne pouvait y en avoir de meilleure. On pouvait tirer le rideau après ceci. Mais il y avait peu de temps à perdre en pensées réjouissantes. Il était urgent qu'il intervienne aussi et fasse les présentations, et d'une façon embarrassée, il fit ce qu'il put. Sir Thomas prit connaissance de M. Yates avec toute la cordialité qu'on pouvait attendre de son caractère, mais en réalité était loin de priser cette nouvelle relation aussi bien que la façon dont elle s'était présentée à lui. Les antécédents de la famille Yates lui étaient suffisamment connus pour faire de la présentation de l'ami personnel une autre des centaines d'introductions nouvelles d'amis particuliers de son fils. Et il lui fallut toute la félicité de se retrouver à nouveau à la maison et toute la patience dont il était capable pour préserver sir Thomas de la colère de se sentir dépaysé dans sa propre maison, prenant part à une exhibition ridicule au milieu d'un théâtre stupide, pour le forcer à accepter de faire la connaissance d'un jeune homme qu'il ne pouvait approuver et dont les façons d'indifférence aisée durant les premières 5 minutes semblaient le désigner comme étant le plus qualifié des deux pour se trouver chez lui. Tom comprit les pensées de son père et souhaita ardemment de le voir toujours aussi bien disposé à ne leur donner qu'une expression modérée, commençant à réaliser plus clairement ce qu'il avait fait auparavant, qu'il y avait probablement là un sujet d'offense, qu'il pouvait y avoir un motif au coup d'œil que jetait son père au plafond et au mur de la pièce, et que quand il s'enquit de la table de billard, ce n'était certainement pas par simple curiosité. Quelques moments de sensations pareilles furent jugés suffisants de part et d'autre,
et sir Thomas, s'étant maîtrisé au point de pouvoir répondre quelques mots d'approbation polis en réponse à une ardente sollicitation de M. Yates au sujet de l'heureux arrangement de la pièce, les trois gentlemen reprirent le chemin du salon ensemble, sir Thomas le visage empreint d'une gravité qui ne fut pas perdue pour tout le monde. « Je reviens de votre théâtre, dit-il posément en reprenant place. Je m'y suis trouvé d'une façon plutôt inattendue. Il est tellement près de ma chambre. Mais je dois avouer que j'ai été pris par surprise, car je n'avais réellement pas eu l'idée que votre rôle d'acteur eût été pris si au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela me paraît un bel ouvrage, pour autant que j'en puisse juger à la lumière des chandelles, et si j'en crois mon ami Christopher Jackson. » Ceci dit, il aurait voulu changer de sujet de conversation et parler de choses n'ayant aucun rapport avec ce qu'il venait d'éprouver, mais M. Yates, sans aucun discernement pour les aspirations de sir Thomas, sans aucune déférence, sans aucune délicatesse, sans discrétion aucune qui lui aurait permis de placer son mot à la suite des autres, le maintenait sur le thème du théâtre, le tourmentait de questions et de remarques à son sujet, et finalement entreprit de lui faire part de l'histoire entière de son désappointement à Ecclesford. Sir Thomas l'écouta fort poliment, mais trouva ses idées du décorum plus qu'offensantes, et la façon de penser de M. Yates du commencement à la fin de l'histoire ne put que lui confirmer la mauvaise opinion qu'il avait de lui, et quand elle fut finie, on ne pouvait pas dire que sa sympathie pour lui se fût accrue. Ceci fut, en quelque sorte, l'origine de notre désir de faire du théâtre, dit Tom, après un moment de silence. Mon ami Yates amena le virus d'Ecclesford, et il se répandit, comme les choses pareilles peuvent se répandre, n'est-ce pas, sœur? Très rapidement. Peut-être votre ancienne façon de nous encourager dans ce genre d'activité n'y est-elle pas étrangère. C'était comme si nous avions foulé un sol commun. M. Yates reprit la parole aussi vite qu'il le put, et immédiatement se mit à raconter à sir Thomas ce qu'ils avaient déjà fait, et lui donna une idée de ce qu'ils comptaient faire. Lui fit part du graduel accroissement de leur vue, de l'heureuse conclusion de leurs premières difficultés, et de l'état actuel, plein de promesses, de l'affaire. Le fait de relater toutes ces choses avec tant d'ardeur l'avait non seulement rendu totalement inconscient des mouvements de malaise de certains de ses amis, leur changement de contenance, leur crispation, leur d'impatience, et il avait même empêché de voir l'expression des visages sur lesquels ses yeux se fixaient parfois, de voir les noirs regards du visage contracté de sir Thomas, tandis qu'il fixait avec un empressement interrogateur ses filles et Edmond. Insistant particulièrement sur ce dernier, et parlant un langage qui exprimait une telle remontrance, un reproche tel qui lui allait droit au cœur. Son expression n'en était pas perdue non plus pour Fanny, qui avait reculé sa chaise derrière le coin du sofa, occupé par sa tante, et, passant inaperçue elle-même, voyait tout ce qui se déroulait devant elle. Elle n'aurait jamais pu penser qu'elle aurait à être témoin d'une telle expression de reproche de la part de sir Thomas à l'endroit d'Edmond, et l'idée qu'il l'avait en tout point méritée lui était insupportable. Ce regard disait clairement « Je compte sur votre propre jugement, Edmond. Qu'avez-vous fait là ?» Elle se plia en esprit devant son oncle, et de son cœur jaillit un cri. « Oh, pas lui! Regardez les autres, mais pas lui !» Monsieur Yates parlait toujours. « À vrai dire, sir Thomas, nous étions au beau milieu d'une répétition lorsque vous êtes arrivé. Nous repassions les 3 premiers actes, et non sans succès après tout. Notre compagnie est maintenant si dispersée, depuis que les Crawford sont rentrés chez eux, que nous ne pouvons pas faire plus ce soir. Mais si vous voulez nous faire l'honneur de votre présence demain soir, je ne serai pas effrayé du résultat. Nous demandons votre indulgence, vous comprenez, en tant que nouveaux acteurs. Nous demandons seulement votre indulgence. »
Mon indulgence vous est acquise, monsieur, répliqua sir Thomas gravement, mais sans autre répétition. Et avec un sourire contenu, il ajouta « Je reviens à la maison pour être heureux et indulgent. » Puis, se tournant vers les autres en général, il demanda tranquillement « Il était fait mention de monsieur et mademoiselle Crawford dans les dernières lettres que j'ai reçues de Mansfield. Les trouvez-vous d'agréables relations ?» Tom était le seul de tous à avoir une réponse prête, et comme il ne se trouvait l'objet d'attention particulière d'aucun, ni de jalousie aussi bien en amour qu'au théâtre, il pouvait en parler élégamment. Monsieur Crawford était le plus élégant des jeunes gens, et sa sœur, une douce, gentille, élégante jeune fille. Monsieur Rushworth ne put se contenir plus longtemps. « Je ne veux pas prétendre qu'il ne soit pas un gentleman, mais vous devriez dire à votre père qu'il n'a pas plus d'1,50 m, sinon il s'attendra à voir un bel homme. » Sir Thomas ne comprit pas très bien ceci, et regarda avec quelque surprise celui qui avait parlé. « Si je dois dire ce que je pense, poursuivit M. Rushworth, à mon idée, il est très désagréable de toujours répéter la même chose. C'est exagérer une bonne chose. Je ne suis plus aussi emballé qu'au début. J'estime que nous ferions beaucoup mieux de rester assis ici, entre nous, à ne rien faire. » Sir Thomas le regarda à nouveau, ensuite répliqua en souriant approbativement. « Je suis heureux de voir combien nos sentiments se rencontrent à ce propos. J'en éprouve une satisfaction sincère. Il est parfaitement naturel que je sois prévoyant et que j'aie la vue bonne et sente certains scrupules que mes enfants ne peuvent pas sentir. Que mes idées au sujet de la tranquillité domestique, d'un home fermé aux plaisirs bruyants, dépassent les leurs. Mais que vous ressentiez ceci à votre âge est une circonstance très favorable pour vous-même et pour tous ceux que vous côtoyez, et je suis très sensible à l'importance d'un allié d'un tel poids. » Sir Thomas voulait exprimer l'opinion de M. Rushworth en termes meilleurs qu'il ne pouvait le faire lui-même. Il savait qu'il ne devait pas s'attendre à trouver un génie en la personne de M. Rushworth, mais il lui rendait justice en tant que jeune homme sain d'esprit, ayant de meilleures notions que son élocution ne pouvait le laisser supposer. Il fut impossible, pour la plupart des autres, de ne pas sourire. M. Rushworth ne savait plus très bien quelle contenance observer au milieu de ces opinions diverses, mais, se considérant infiniment flatté de la bonne opinion qu'avait de lui sir Thomas, et ne s'aventurant plus souvent à ouvrir la bouche, il fit du mieux qu'il put pour que cette opinion durât un peu plus longtemps. Chapitre 2. Le premier soin d'Edmond, le lendemain matin, fut de voir son père en particulier et de lui donner un aperçu honnête de toute l'affaire, de défendre le rôle qu'il y avait joué aussi loin qu'il le put, puis, dans un moment d'accalmie, de toucher les motifs pour lesquels il se sentait coupable en toute connaissance de cause. Il s'attacha ensuite à lui faire comprendre que sa participation avait été suivie de très peu de bonne volonté, de façon à ce que le jugement de son père fût douteux. Il fit fort attention, pendant qu'il se justifiait, à ne pas dire du mal des autres, mais il n'en était qu'une parmi elles et parmi eux dont il pouvait mentionner la conduite, en l'occurrence, sans quelque nécessité de défense ou d'altération. « Nous avons tous été plus ou moins à blâmer, dit-il. Chacun de nous, sauf Fanny. Fanny est la seule qui a jugé sainement notre entreprise. Son opinion a été négative depuis le début. Elle n'a jamais cessé de penser à ce que nous vous devions. Fanny est telle que vous pourriez le désirer. » Sir Thomas réalisa toute l'inconvenance d'un tel plan au milieu de ce monde, et à ce moment, aussi fortement que son fils aurait pu le désirer. En fait, il le ressentit tellement fort qu'il ne dit rien, et serrant la main d'Edmond, lui fit comprendre qu'il devait essayer d'en chasser le souvenir et de l'oublier, comme lui-même l'avait oublié aussitôt que la maison avait été débarrassée de tout ce qui pouvait lui rappeler la pièce, et rétabli dans son état habituel. Il ne fit aucune remontrance à ses autres enfants. Il préférait penser qu'ils comprenaient leur erreur que de courir le risque d'investigation.
La fin immédiate de toute chose, le nettoyage de tout préparatif, devait être suffisant. Cependant, il y avait dans la maison une personne à qui il ne pouvait cacher ses sentiments. Il ne put entendre madame Norris insinuer que son avertissement aurait pu prévenir ce que son jugement aurait désapprouvé. La jeunesse avait monté ce plan d'une façon inconsidérée. Ils auraient dû être capables de décisions meilleures entre eux. Mais ils étaient jeunes et, à l'exception d'Edmond, pensait-il, de caractère indécis. Et c'est pourquoi, à sa grande surprise, il ne pouvait pas plus admettre son acquiescement à leurs desseins malheureux, sa contenance devant leurs plaisirs turbulents, que le fait même qu'une pareille distraction avait pu être suggérée. Madame Norris resta confondue, et pour la première fois de sa vie, sans parole, car elle aurait été honteuse de confesser qu'elle n'avait remarqué, dans tout ceci, aucune des impopularités qui avaient tant frappé sir Thomas, et elle n'aurait jamais voulu admettre que son influence aurait été insuffisante à empêcher les choses de se passer, et qu'elle aurait pu faire dévier le sujet de conversation aussi rapidement que possible, et faire dévier les idées de sir Thomas vers un havre plus sûr. Elle s'employa à faire plus admirer par son auditoire la façon dont elle avait soigné les intérêts et le confort de la famille, que les efforts et les sacrifices que cela lui avait coûtés, à faire quelques bonnes petites insinuations de méfiance au sujet de la façon dont Lady Bertram et Edmond comprenaient l'économie, et sa façon à elle de traiter ces questions, façon par laquelle de sérieuses économies avaient pu être faites, et plus d'une mauvaise servante décelée. Mais son atout majeur était à Sotterton. Sa plus grande gloire était d'avoir établi le contact avec les Rushworth. Là, elle triomphait. Elle s'appropria tout le mérite d'avoir amené l'admiration de M. Rushworth pour Maria à son stade actuel. « Si je n'avais pas agi, dit-elle, et mis mon point d'honneur à être introduite auprès de sa mère, et avoir insisté auprès de ma sœur pour rendre la première visite, je suis aussi certaine que d'être assise ici, que rien de tout cela ne serait arrivé, car M. Rushworth est de cette sorte de jeunes gens timides qui doivent être fort encouragés. Et il y avait assez de jeunes filles en action pour que nous restions paresseuses. Mais je remuais ciel et terre pour persuader ma sœur, et à la fin je la persuadai. Vous connaissez l'éloignement de Sotterton. C'était au milieu de l'hiver, et les routes étaient impraticables, mais je réussis à la persuader. Je sais avec exactitude combien grande est votre influence sur Lady Bertram et ses enfants, et je suis le plus qualifié pour vous dire « Mon cher sir Thomas, si vous aviez vu l'état des routes ce jour-là, j'ai cru que nous n'y arriverions jamais, bien que nous ayons fait atteler à 4, évidemment. Et le pauvre vieux cocher nous accompagnait par pur dévouement et par pure affection, car il était à peine capable de s'asseoir sur le siège en raison de ses rhumatismes au sujet desquels je le drogue depuis Mathusalem. Je réussis à le guérir à la fin, mais il a été très mal tout l'hiver. Et quel temps ce jour-là! Je ne trouvais le temps de monter à sa chambre pour le dissuader de nous accompagner qu'au moment du départ. Il mettait sa perruque. Aussi lui dis-je, « Cocher, vous feriez mieux de ne pas aller. Lady Bertram et moi serons très prudentes. » Vous savez combien Stephen est ferme, et Charles a été si souvent sous les harnais maintenant que je suis sûre qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Mais cependant, je compris bien vite qu'il n'en ferait rien. Il inclinait à venir, et comme j'ai horreur de paraître vouloir insister, je ne dis plus rien. Mais mon cœur saignait pour lui à chaque choc, et quand nous atteignîmes les mauvaises avenues près de Stoke, où le lit de pierre était recouvert de glace et de neige, vous ne pouvez imaginer ce que j'ai enduré. J'étais presque à l'agonie. Et les pauvres chevaux, donc, les voir ainsi s'exténuer. Vous savez ce que je ressens toujours pour les chevaux. Et que croyez-vous que je fis quand nous arrivâmes au pied de Sandcroft Hill? Vous allez vous moquer de moi, mais je descendis et me mis à marcher. Comme je vous le dis. Cela ne pouvait les aider beaucoup, mais c'était quelque chose. Et je n'aurais pu supporter de rester assise, bien à l'aise,
et me faire traîner par ces nobles animaux. J'ai pris un bon rhume, mais à cela je ne fis pas attention. Mon but était atteint. J'espère que nous n'aurons jamais autant d'ennuis avec cette relation que vous n'en avez eu à l'établir. Il n'y a réellement rien de transcendant dans les manières de M. Rushworth, mais j'ai été heureux la nuit passée de constater ce qu'il m'a semblé avoir son opinion sur un sujet, sa préférence marquée d'une paisible réunion de famille au tumulte du théâtre. Il m'a semblé être alors exactement ce qu'on aurait pu souhaiter qu'il soit. Oui, certainement, et mieux vous le connaîtrez, plus vous l'aimerez. Il n'a pas un brillant caractère, mais il a cent autres qualités, et il est tellement disposé à vous suivre en tout, que j'ai dû en rire, car tout le monde trouve qu'il me ressemble. Sur ma parole, madame Norris, dit madame Grant l'autre jour, si M. Rushworth était votre propre fils, il ne pourrait tenir sir Thomas en plus grand respect. Sir Thomas, mis en échec par son échappatoire, désarmé par sa flatterie, abandonna la partie. Ce fut une matinée bien remplie pour lui. Ses entretiens avec chacun n'en occupèrent qu'une partie. Il devait reprendre contact avec toutes les anciennes occupations à Mansfield, voir son intendant et son régisseur pour examiner et supputer et, entre deux tâches, visiter ses étables et ses jardins et ses plus proches plantations. Mais actif et méthodique, il avait non seulement achevé ceci avant de reprendre sa place de chef de famille à la table du dîner, mais il avait également mis le charpentier au travail, le chargeant d'enlever ce qui avait été ajouté si récemment dans la salle de billard et donné sa démission au décorateur. Celui-ci était parti, n'ayant sali qu'une seule pièce, abîmé toutes les éponges du cocher et rendu 5 des aides oisifs et mécontents. Et sir Thomas avait bon espoir de voir d'ici un jour ou deux effacer toute trace de ce qui avait été, de même que la destruction de tous les exemplaires du livret de vœux d'amant de la maison, car il brûlait tous ceux que ses yeux rencontraient. M. Yates commençait maintenant à comprendre les intentions de sir Thomas, quoiqu'il n'en comprît toujours pas la source. Son ami et lui avaient été chassés la majeure partie de la matinée, et Tom en avait profité pour lui expliquer, avec des excuses correctes pour les agissements de son père, ce qui allait se passer. M. Yates le comprit aussi bien qu'on pouvait le supposer. Être ainsi désappointé de la même façon une seconde fois était une persistance de la malchance, et son indignation était telle que, n'avait été son amitié pour son ami et la plus jeune sœur de celui-ci, il aurait probablement attaqué le baronnet au sujet de l'absurdité de ses agissements. Il le crut très fermement aussi longtemps qu'ils furent à Mansfield Wood et tout au long du chemin du retour. Mais quelque chose dans l'attitude de sir Thomas, quand ils s'assirent à la même table, le persuada qu'il valait mieux le laisser penser à sa façon et garder pour lui ses impressions. Il avait déjà vu plusieurs pères très désagréables, et souvent il avait été frappé par les ennuis qu'ils occasionnaient, mais jamais, de toute sa vie, il n'en avait rencontré un de cette classe, si incompréhensiblement moral, et d'une tyrannie aussi infâme. C'était un homme qu'on ne pouvait subir qu'à cause de ses enfants, et il pouvait remercier sa fille Julia, à qui il devait uniquement de voir M. Yates passer encore quelques jours sous son toit. La soirée se passa calmement, du moins en apparence, car intérieurement toutes les pensées étaient agitées, et la musique faite par les filles de sir Thomas à sa requête ne put aider à cacher le désir de réelle harmonie. Maria était dans un bel état d'agitation. Il était maintenant de la plus extrême importance pour elle que Crawford ne perde aucun temps pour se déclarer, et l'idée seule qu'un jour pourrait se passer sans avancer les choses la troublait. Elle l'avait attendu toute la matinée, et toute la soirée aussi, elle l'attendit. M. Rushworth était parti tôt, porter la grande nouvelle à Sotterton, et elle espérait sincèrement que le don d'un éclaircissement aussi immédiat le préserverait de jamais revenir. Mais on n'avait vu personne du presbytère, pas une âme, et on n'en avait eu aucune nouvelle
à part un mot amical de félicitation par lequel madame Grant demandait à lady Bertram quelques explications. C'était le premier jour depuis des semaines et des semaines que les familles avaient été complètement séparées. 24 heures ne s'étaient jamais passées depuis le début d'août sans qu'elles ne se soient rencontrées d'une façon ou de l'autre. C'était une triste et anxieuse journée, et le lendemain, quoique d'une façon différente, ne le fut pas moins. Quelques instants d'une joie fiévreuse furent suivis d'heures de souffrance aiguë. Henry Crawford était à nouveau dans la maison. Il s'amena en compagnie du docteur Grant, qui était pressé de présenter ses respects à sir Thomas, et à une heure plutôt matinale, ils furent introduits dans la salle à manger, où se trouvait une grande partie de la famille. Bientôt, sir Thomas apparut, et Maria assista avec agitation et délices à la présentation à son père de l'homme qu'elle aimait. Son émotion était indéfinissable, et le resta après quelques instants lorsqu'elle entendit Henry Crawford, placé entre elle et Tom, demander à ce dernier à mi-voix s'il existait un projet de reprendre la pièce après l'heureuse interruption présente, avec un coup d'œil courtois à sir Thomas. Parce que, en ce cas, il se ferait un devoir de revenir à Mansfield à n'importe quel moment. Il s'en allait immédiatement, ayant à rencontrer son oncle à Bath sans délai. Mais au cas où il existerait une perspective de reprendre vœu d'amant, il se considérait comme positivement engagé. Il se délierait de n'importe quel autre appel. Il s'arrangerait sans aucune faute avec son oncle pour pouvoir les rejoindre quand il pourrait le désirer. La pièce ne pouvait pas être à l'eau par son absence. De Bath, Londres, Norfolk, York, n'importe où je pourrais être, dit-il. Je vous rejoindrai sur-le-champ. Il fut heureux à ce moment que Tom eut à répondre et non sa sœur. Il put immédiatement répondre avec facilité. Je regrette que vous partiez, mais quant à notre pièce, c'est fini, entièrement fini. Il regardait significativement son père. Le peintre a été remercié hier, et il ne restera plus grand-chose du théâtre demain. Je savais depuis le début comment cela allait tourner. Il est fort tôt pour aller à Bath. Vous n'y trouverez encore personne. C'est l'époque habituelle à mon oncle. Quand pensez-vous partir? Je pourrais peut-être aller jusqu'à Banbury aujourd'hui. De quelle écurie vous servez-vous à Bath? Fut la question suivante. Et tandis que la discussion était mise sur ce chapitre, Maria, qui ne manquait ni d'orgueil ni de fermeté, se prépara à y jouer son rôle calmement. Il se tourna bientôt vers elle, lui répétant beaucoup de ce qu'il avait déjà dit, d'une façon un peu plus tendre et avec une expression plus forte de ses regrets. Mais que pouvait-il bien faire, son air et ses regrets? Il s'en allait, si pas volontairement, du moins avec l'intention bien évidente de rester parti, car, sauf ce qu'il devait à son oncle, ses autres engagements, il se les était à moitié imposés lui-même. Il pouvait parler de nécessité, mais elle connaissait son indépendance. La main qui avait tant pressé la sienne sur son cœur, cette main et ce cœur semblaient immobiles et passifs à l'heure actuelle. Elle ne dut pas longtemps supporter ce que ses paroles avaient provoqué, en contradiction avec ses actions, ou cacher le tumulte de ses pensées sous des dehors de civilité, car des obligations de bienséance le détournèrent bientôt d'elle, et la visite d'adieu, comme on en convenait maintenant, ouvertement, fut en vérité fort courte. Il était parti. Il avait touché sa main pour la dernière fois, il avait exécuté sa révérence d'adieu, et elle put se rendre aussitôt compte de ce que la solitude lui ferait. Henry Crawford était parti de la maison, et d'ici 2 heures de la commune, et ainsi fondirent tous les espoirs que sa vanité égoïste avait fait naître en Maria et Julia Bertram. Julia se réjouissait de son départ, sa présence commençait à lui devenir odieuse, et puisque Maria ne l'avait pas gagnée, elle était assez refroidie maintenant pour envisager une autre revanche. Elle ne voulait pas voir le scandale ajouté à l'abandon. Henry Crawford parti,
Elle plaignait même sa sœur. Fanny jugea la chose d'un esprit dégagé. Elle l'avait entendue au dîner et la trouvait blessante. Tous les autres la mentionnaient avec regret. Et ses mérites étaient jugés selon la gradation des sentiments, depuis la sincérité de l'avis trop partial d'Edmond jusqu'à l'indifférence de sa mère qui parlait uniquement par routine. Un jour ou deux après, M. Yates s'enfuit également. Sir Thomas prit à son départ le plus grand intérêt, désireux de se trouver seul en famille. La présence d'un étranger plus important que M. Yates aurait été fâcheuse. Mais lui, frivole et arrogant, oisif et dépensier, c'en avait été trop. En lui-même, il était assommant, mais comme ami de Tom et admirateur de Julia, il devenait nuisible. Il eût été indifférent à Sir Thomas que M. Crawford restât ou s'en allât, mais ses souhaits de bon voyage à M. Yates, tandis qu'il l'accompagnait jusqu'à la porte d'entrée, furent donnés avec une satisfaction sincère. M. Yates avait assisté à la destruction de tous les travaux préparatoires à l'érection du théâtre à Mansfield, l'enlèvement de tout ce qui avait appartenu à la pièce. Il quitta la maison revenu à son aspect habituel, et Sir Thomas espérait, en le voyant dehors, être débarrassé du dernier objet propre à lui rappeler l'existence du fameux plan. Madame Norris contribua à enlever de sa vue un article qui aurait pu le désespérer. Le rideau, dont elle s'était occupée avec tant de talent et tant de succès, l'accompagna à son cottage, où elle s'aperçut de la nécessité soudaine d'un tapis de table vert.